Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue à cette autre édition de la revue Les Grandes Unes, c'est sur Equinox Télévision. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Découvrons ensemble. La Nouvelle Expression, par exemple, parle donc de la présidentielle 2018. Et comme vous le savez, sur le plat de résistance, la candidature de Biya divise le Sud après la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 7 octobre 2018. C'est la tourmente dans les rangs du RDPC au Sud, en général, et particulièrement à Ebolova, dans la villa. C'est ce qu'on lit en page 5 de la Nouvelle Expression. Le même journal parle également de la crise anglophone des villages désertés dans la Ménois. Les populations ont fui après une violente attaque perpétrée par une bande armée. C'est à lire en page 2. Le même journal s'intéresse également à la Coupe du Monde 2018. Une petite team envoie donc les Bleus en finale. C'est ce qu'on lit également dans le numéro. Le défenseur franco-camerounais a marqué l'unique but qui a qualifié l'équipe. C'est en page 11 de ce numéro. Le journal s'intéresse ici aux réseaux sociaux. Menace des discours haineux en cette année électorale marquée par la crise anglophone, la désinformation et même la prolifération même des discours de haine se multiplient sur les plateformes numériques. C'est en page 4 du journal. Et puis le journal parle aussi de l'insécurité routière avec les morts de Ndikinmeki qui effraie Ngale BBR. De toute façon, le dossier, l'article est à lire en page 3 de la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal dans les kiosques aussi ce matin, c'est Info Matin qui s'intéresse donc à la crise anglophone avec Grégoire Wona qui interpelle les élites du Sud-Ouest, remettant donc des médailles au personnel de la société, la SABC, vendredi dernier à Buea. Le ministre a profité donc de son séjour pour interpeller les uns les autres dans le cadre du retour à la paix dans les régions anglophones, notamment dans le Sud-Ouest. Il a eu l'occasion de discuter avec ces derniers et leur dire que la paix est une bonne chose, il faut préserver notre pays et les acquis. Donc ce sont là quelques révélations importantes à lire dans le journal en page 3. D'autres informations sont également à découvrir. Après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin, le journal Le Messager s'intéresse donc à l'Union africaine, le Cameroun, le cas en co-dedans, un examen au sommet de l'État avec l'arrivée du secrétaire général donc, de l'Union africaine qui devrait arriver notamment demain. Il va passer quelques temps. On saura davantage qu'est-ce qui est véritablement reproché en co-dedans et qu'est-ce qu'il a pu faire et quelle est donc la pensée de l'Union africaine. De toute façon, c'est un dossier proposé par le journal Le Messager et avec d'autres solutions, d'autres propositions également, des sujets et la CAN 2019 avec la CAF qui arrive aussi. Le gouvernement en panique déjà. C'est ce qu'on lit également dans le journal Le Messager de ce matin. Et puis, mutation qui est dans les kiosques qui s'intéresse à la crise anglophone avec le danger qui rôde donc à Douala. Il y a eu une centaine de personnes interpellées à la suite d'une rafle qui a été organisée. Ces personnes sont soupçonnées d'être donc d'avoir organisé ou orchestré une tentative de terrorisme à lire donc dans le journal. Et aussi, on parle donc de Buea qui est donc également en situation difficile après des exactions survenues dans cette ville il y a quelques jours seulement. Le journal propose tout un dossier sur cette question. C'est à lire dans la mutation de ce matin. Le journal parle également de la présidentielle 2018 avec 6 millions d'électeurs pressentis. C'est ce que dit le numéro, parlant notamment des inscriptions sur les listes électorales et la fin de ce processus et combien d'électeurs sont donc disponibles aujourd'hui avec des noms bien connus qui sont, je voudrais dire, des listes bien connues donc qui sont également dressées et proposées par le journal Mutation. Le journal le quotidien de l'économie qui parle également du tourisme au Cameroun, des infrastructures hôtelières qui sont en difficulté, des recettes qui sont en baisse également, surtout les hôtels à capitaux publics. On observe tout cela dans le journal. Le dossier proposé par le numéro de ce matin permet également de comprendre un peu la situation chaotique qui sévit donc dans la plupart de ces infrastructures, également des hôtels à capitaux publics. C'est dans le dossier proposé par le journal. Le même journal s'intéresse à autre chose, autre sujet intéressant que je vous invite à lire également ce matin. Et toujours dans les kiosques ce jour, le Popoli qui est dans les kiosques parle du journal de Étoudi 2018. Biya remet la clé du palais donc en jeu. Qui sont ces candidats et qui vont donc succéder à Paul Biya? De toute façon, ils sont nombreux qui donc cherchent la porte d'entrée à Étoudi à travers notamment cette élection présidentielle annoncée pour le 7 octobre prochain. C'est donc un jeu. Il faut donc savoir qui va gagner. C'est également à découvrir dans le dossier proposé par le journal satirique de ce matin qui est donc dans les kiosques. Le journal
qui est disponible ici. Il s'agit de Signature qui parle de la présidentielle avec à la croisée des chemins. Ils sont nombreux également ces différents candidats à la présidentielle à venir. Qui va donc briguer le poste? C'est la question, mais avec des éléments qui sont expliqués dans le numéro de ce matin, pour comprendre un peu les avancées de la démocratie dans notre pays. C'est le dossier proposé par le journal Signature. On va terminer avec un autre journal qui est également disponible, c'est l'Édicel, qui s'intéresse également à la présidentielle 2018, Grand Nord, ces projets qui menacent la campagne de Paul Biya. C'est à lire dans le numéro de ce matin et d'autres informations aussi dans le Nord précisément. Un nouveau cas de décès du choléra enregistré dans la suite donc de cette maladie qui continue de sévir dans la partie septentrionale. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et vous faites venir qu'à faire un tour dans les kiosques peut être parfum de l'actualité. Et comme vous le savez, la plupart des tabloïds sont donc disponibles ce jour. Voilà ce que je vous invite à faire pour être notamment au parfum de l'actualité. Voilà justement quelques sujets qui sont donc disponibles dans les tabloïds. Alors, Edith Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, bon retour et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous, comme tous les mercredis d'ailleurs. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse, les tabloïds qui sont disponibles dans les kiosques. Et Viviane Délé, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Idriss, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin. Oui, beaucoup de politique dans les tabloïds. On s'intéresse davantage à la Nouvelle Expression comme dans d'autres journaux aussi qui parlent de la candidature de Paul Biya qui divise la région du Sud et notamment à Ebolova où quelques militants de base souhaite que Paul Biya ne se présente plus. Oui, je pense que c'est un sort de coach discordant par rapport à ce qu'on a l'habitude d'écouter quand, à la veille des élections présidentielles, ou du moins après la convocation du corps électoral, on s'attendrait à ce que tous les militants du RDPC soient unis derrière leur candidat. Ils sont de coach qui vient du Sud du Cameroun, prouve à Sophie que le chef d'État ne bénéficie plus de l'assentiment de tous les militants du RDPC. D'ailleurs, au courant de l'année sur les différents plateaux, je pense que même certains cadres de ce parti avaient déclaré que le chef d'État est suffisamment âgé et qu'il est temps qu'il puisse se démarrer à la place aux autres membres, parce qu'il faut quand même dire que quand on fait partie, qu'on est membre d'un parti politique, on a également des ambitions et des aspirations. Et qu'on a quelqu'un qui reste seul président pendant plus de 36 ans aujourd'hui, vous comprenez que ça va agacer les autres membres du parti qui estiment qu'il n'y a pas d'alternance au sein à la tête de ce parti et qui voudraient également avoir des postes aussi importants. Parce qu'il faut le dire quand même qu'on a un profil de carrière dans toute entreprise. Vous commencez stagiaire et vous voulez bien être rédacteur en chef si vous êtes dans un journal. Et vous commencez militant à la base et vous voulez bien être, en plus d'être député, vous voulez également être président de la section, ensuite président du parti. Je pense que ça fait partie de la maire, soit non, les maires ne sont que les maires autres, mais quand on y entre, c'est parce qu'on veut être président de la République du moins. Non, on veut être président du parti. Et ensuite briguer les postes dont le président du parti a la chute de briguer. Mais les militants sentent comme un poste qui est confisqué par le chef d'État. Et du coup, il y a de quoi s'inquiéter. Il se dit, mais bon, il ne pense qu'à lui-même, il oublie que nous, on est à la base, on va seulement passer le temps à chanter ses louanges. Et après, ils disent qu'ils sont obligés de le faire parce qu'ils sont comme des moutons de paniche. Parce qu'ils sont obligés, et parce que s'ils ne le font pas, on va leur couper la tête, on va les sanctionner et autres. Du coup, il y a de quoi commencer à dire que, monsieur le président, on en a quand même marre. Et c'est normal. C'est normal parce qu'à ce niveau, c'est bloqué. Puisqu'il faudrait bien que la tête saute, bien qu'il y ait un changement au niveau de la tête, pour que ceux qui sont à la base aspirent un jour que la rotation va arriver. Ils vont aussi avoir droit à la lumière du soleil, comme on le dit souvent. Donc en réalité, c'est normal. Et ils vont la rejoindre dans leur réclamation, leur revendication, bien leur dénonciation, les militants des partis d'opposition qui estiment que non. Le chef d'État n'est pas le seul Camerounais à même de pouvoir briguer le poste de président de la République. Il y a d'autres Camerounais certainement talentueux et qui ont la compétence requise pour pouvoir gérer. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est l'indiscipline, en tout cas au sein de ces partis politiques, puisqu'on sait que le président naturel, c'est Paul Biya, toujours? Non, Flavien, quand on lit l'article, ce n'est pas une question d'indiscipline. Vous êtes d'accord avec moi que même dans une maison, tout le monde, même si on est dans la même maison, même foyer, même domicile, on peut avoir des perceptions différentes de la situation. Aujourd'hui, la Nouvelle Expression ressort justement à travers cet article, cette haute opinion qui n'est peut-être pas toujours mise en avant, mais des militants de base. Parce que ce qui est intéressant dans l'article de la Nouvelle Expression, c'est qu'on constate que les militants de base de la région du Sud, et principalement ceux de Bolova et une partie de Saint-Mélima, disent attention, mais nous on parle du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un élément prépondérant. Si on avait demandé notre travail en tant que militant de base, parce que pour eux c'est l'élite du parti qui a confisqué ça. Ceux-là qui ont des positions
grâce au parti. C'est eux qui veulent garder ces positions et c'est eux qui imposent et tirent les autres militants de base comme les moutons de Panurge. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est-à-dire qu'il faut lire l'article. Et dans l'article, il relève que le vivre ensemble n'impose pas au président du RDPC actuel de confisquer. En fait, il se trouve là être comme un mendiant de la fonction présidentielle. Pourtant, il a tout donné et il devrait se reposer. Ce sont les militants de base. Et il demande de sortir par la grande porte. Et il demande de sortir par la grande porte. Donc, en fait, et ils disent que mais ce problème, là où c'est l'élite qui vient et impose une voie pour que les militants soient comme des moutons le suivent, au lieu que l'élite pose la question aux militants de base, quelle est leur perception, que la perception parte de la base pour le sommet, ça ne serait jamais fait. Alors, donc pour eux, cela démontre qu'eux, à la base, pensent qu'il faut passer la main. Que quelqu'un d'autre dans le RDPC soit candidat, ça serait une bonne chose. Que un parti gagne les élections, ça serait une bonne chose parce que ça va contribuer à justement stimuler le vivre ensemble. Donc c'est ce que, à la lecture de cet article de la Nouvelle Expression, qu'on relève. Donc je pense que cette question des militants de base des partis politiques qui sont complètement ignorés, ça nous fait, c'est une leçon. Cela annonce, augure des choses que je peux, dans l'analyse, ça veut dire quoi? Est-ce que ces militants de base qui disent que l'élite leur impose ces candidats naturels, est-ce que pendant la campagne électorale, vont-ils mouiller le maillot? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour ceux-là qui veulent briguer la place de Paul Biya, comme le Popoli l'a dit ce matin, que la clé du palais est mise en jeu. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il va falloir exploiter, qu'on soit d'un côté comme de l'autre. Très bien. Et vous l'avez déjà évoqué. En tout cas, on parle bien, notamment après l'article de la Nouvelle Expression ce matin, qui parle donc de la candidature de Paul Biya qui divise dans le Sud. Il y a le Popoli, le journal satirique, qui parle justement des tout-dits. Paul Biya remet la clé du palais en jeu. Ils sont nombreux, ces différents candidats. Oui, ils sont nombreux, les différents candidats qui veulent bien aspirer au poste de président de la République ou bien candidat à candidature. Candidat à candidature du président de la République du Cameroun, et je pense que les plus connus sont là, Akere Mouna, vous avez Cabral Libi, pour ne pas les citer, vous avez également Joshua aussi, vous avez le MRC avec Maurice Kamto. Voilà les principaux du moins qui sont déjà prononcés. On attend certainement d'autres candidatures parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, c'est une vingtaine, trentaine de candidatures. Au point où on s'interroge à quoi servent cette multitude de candidatures. Est-ce que c'est simplement pour animer la N'oubliez pas qu'il y a une période en tout cas bien précise pour que chacun on a 10 jours. Et de déposer les dossiers. Et c'est après étude qu'on saura qui... Oui, on a 10 jours. Il suffit que les différents candidats, les différents aspirants à ce poste sont certainement en train de compléter les dossiers pour être à jour et les déposer avant la date butoir pour la date butoir. Donc du coup, et après la commission va se prononcer sur le nombre de candidats qui vont briguer ce poste. Qui va se prononcer là-dessus. Donc du coup, vous comprenez qu'il faut attendre après 10 jours, on saura qui. Mais jusqu'à présent, nous connaissons 4 principaux. On ne va pas oublier d'autres qui sont certainement en train de préparer la candidature. Mais vous savez également qu'on peut déclarer sa candidature et ne pas avoir un dossier complet. Donc, c'est également une possibilité. Du candidat à candidature. Du candidat à candidature. Dès qu'on aura fini cette étape, on sera maintenant fixé. Il va nous fixer sur le nombre de candidats, nombre de candidatures qui ont été complètes, qui ont été déposées et qui sont à même de briguer le poste de président. C'est la Cour constitutionnelle qui tranchera maintenant qui sont les vrais candidats. Donc du coup, vous comprenez que je faisais parler en disant que les années passées, on avait une vingtaine de candidatures. Maintenant, c'était simplement pour animer la galerie, ou du moins c'est tout simplement pour jouer des sous-partis. Parce qu'on sait qu'il y a certains partis qui sont candidats et après, dès qu'on fait les votes, ils constatent qu'ils n'ont pas le pourcentage important. Ils cèdent leur vote à un parti avec qui ils ont signé des accords. Donc du coup, on a l'impression que ça fausse un peu les jeux. Alors, toujours sur cette question après le Popoli, en tout cas qui parle de Paul Biya qui remet la clé du palais en jeu, avec un peu d'humour, il y a le journal Signature qui parle de la croisée des chemins quand même. Ils sont également si nombreux. Qu'est-ce qui sera fait quand on parle de croisée des chemins? C'est un titre qui permet également de savoir qu'il y a plusieurs candidats qui pourraient venir avec des idées différentes ou simplement parce qu'on sait que chacun vise un point, c'est aller à Itoudi. Oui, Flavien, je pense que cette titre de signature est une titre très intéressante. Peut-être ceux qui vont aller le journal vont comprendre. Pourquoi les chemins? Il y a plusieurs chemins. Il y a le chemin habituel auquel nous sommes habitués. Je peux me répéter. Donc en fait, il y a le chef de l'État Paul Biya, président du RDPC, candidat naturel, qui veut encore briller 7 ans.
C'est-à-dire c'est connu depuis plus de 35 ans et ça, c'est un chemin qui est là, qui va continuer sa voie avec les mêmes choses, promesses tenues ou non tenues, quoi. C'est ce chemin. Alors, il y en a ceux qui, tels que Hervé Villa le disait, qui sont des candidats à la candidature, qui proposent d'autres chemins pour que le pays ait une autre vision, avec d'autres personnes, avec d'autres manières de faire. Ça, ce sont les chemins. Alors, vous voyez que ces chemins, pour le moment, sont différents. Parce qu'il n'y a pas un candidat, par exemple, uni de l'opposition, il y a plusieurs partis de candidats de l'opposition qui se mettent. Donc, ce sont plusieurs chemins. Et là, pourquoi la croisée des chemins? La croisée des chemins, parce que c'est ceux-là qui ont décidé d'être des citoyens participatifs, actifs. Ceux-là qui sont allés s'inscrire. Parce qu'il faut déjà dire qu'on ne peut plus, depuis qu'on a convoqué le corps électoral lundi dernier, c'est fini avec les inscriptions sur les listes électorales. Donc, beaucoup de Camerounais qui sont dans les villages, qui sont dans les bars, qui sont dans les rues, dans les quartiers, qui font les commentaires sans carte électorale, donc qu'ils sachent déjà que d'office, ils sont hors jeu. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont passer à piailler, à crier. Déjà, ils ne sont plus du tout concernés. Voilà, c'est ça la première conséquence. Voilà la première croisée des chemins. Les gens critiquent, bavardent, font donc toutes les pistes sont... Ceux-là, qu'ils sachent que leur point de vue ne sera jamais pris en compte. Donc, ils sont déjà out du jeu. Maintenant, il y en a ceux qui sont allés s'inscrire, qui ont peut-être les récépissés. Il faut qu'ils fassent tout pour avoir leur carte d'électeur. Parce que les cartes d'électeurs sont en souffrance chez Elecam, dans toutes les antennes. Les cartes d'électeurs, des millions de cartes d'électeurs sont en souffrance. Les gens, donc ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a comme obligés d'aller s'inscrire, qui ne sont même pas intéressés, parce qu'ils ne vont pas chercher la carte d'électeur. Pour eux, c'est juste pour la forme. Donc ceux-là aussi, vraiment, c'est une croisée de chemin, parce que leur chemin, est-ce que ce sera utile ou inutile? Voilà des gens qui doivent... C'est un travail à faire. C'est-à-dire que c'est les enjeux qui sont là donnés pour les candidats. Et il y en a maintenant ceux qui ont leur carte d'électeur et qui auront à choisir sur les différents programmes et les différents candidats qui vont finalement être déclarés. Donc je pense que le titre de signature est un titre interpellatif, un titre qui invite que ce soit les partis politiques, que ce soit les électeurs, en lisant ce journal, ils comprendront justement pourquoi cette croisée des chemins. Très bien. Alors, la croisée des chemins, il y a les du Sahel qui parle de la présidentielle 2018 et précisément dans le Grand Nord, on apprend que des projets qui menacent la campagne de Paul Biya, ils sont nombreux. Oui, c'est vrai que Paul Biya... L'adduction en eau potable, oui. les logements sociaux, les chantiers qui ont été engagés, qui ne sont pas achevés. Les hôpitaux régionaux et autres dont les chantiers ont commencé, qui n'avancent pas forcément suffisamment. Il y a de quoi interpeller le chef d'État pour dire que, Monsieur le Président, vous nous avez fait des promesses lors de votre dernier mandat, promesses qui, à la fin de votre mandat, vous n'avez pas encore réalisées. Espérez-vous que, au vu du bilan de toutes vos promesses, le Nord ou le Grand Nord pourra-t-il vous redonner, vous faire confiance? Ce sont des petites interrogations des petites interrogations qui devraient faire savoir sur l'État que vraiment il a maille à partir avec cette partie du Cameroun parce qu'en réalité il n'a pas rempli ses cahiers des charges avec ses promesses envers cette partie du Cameroun. Et aussi, je pense que c'est l'heure du Sahel se sert de cette... En fait, utilise ça comme un élément juste pour faire comprendre que le chef d'État aurait échoué sur l'ensemble de son mandat parce que dans presque toutes les régions du Cameroun, on peut faire le même constat. C'est vrai qu'on va dire qu'à Douala, on a fait des grands chantiers annoncés sont en train d'arriver à bon point. On a construit le second pont sur le Voré. On est en train de rendre Douala belle avec la construction des chantiers inachevés. Pénitentiaires Est et Ouest. Bon, chantiers inachevés qui seront certainement achevés. Mais alors dans d'autres régions, vous allez voir qu'on n'a pas de route. Regardez, on n'a pas de route. En Ouest, Pénitentiaire Est et Ouest, regardez la ville de Douala. Douala est devenue Douala poubelle. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été... Mais les embouteillages n'ont pas disparu. Les embouteillages n'ont pas disparu. Quand vous prenez la nationale numéro 3, quand vous partez de Douala jusqu'à l'ouest, vraiment, je pense que on a honte. On se pose la question, on est en train de rouler où? Dans un Cameroun, un pays comme le nôtre, indépendant depuis 60 ans, vous comprenez qu'il y a de quoi... Le chantier a été lancé pour information par le ministre des Travaux publics. Oui, c'est vrai. Quand vous revenez quand même, vous revenez 2 ans en arrière pour voir les catombes des écarts avec les routes qui sont coupées et qui ont entraîné la mort de plusieurs centaines de Camerounais. Même si ce n'est pas d'une 80aine, vous comprenez qu'il y a de quoi les Camerounais doivent être fâchés parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Et même les besoins essentiels de base. On n'a pas d'électricité, du moins on les a de temps en temps.
on n'a pas d'eau potable, la preuve dans le nord, on meurt de choléra, dans la dysenterie amébienne et autres de tuberculose font partie des maladies. Les maladies hydriques font partie des maladies dont souffrent Amadou les Camerounais dans la ville de Douala. Typhoïde, fièvre jaune et autres. C'est parce qu'on boit de l'eau de mauvaise qualité. Très bien. Et puisque vous parlez de choléra, après notamment à la présidentielle, ces projets qui menacent la campagne de Paul Biya, il y a les du Sahel qui reste sur ce cas. Dans le Nord, un nouveau cas de décès de choléra enregistré. Fabien, l'air du Sahel, lorsque les lecteurs vont aller acheter ce journal aujourd'hui, et comme le titre le dit, c'est-à-dire que l'air du Sahel dit bien, c'est un projet qui menace la campagne de Paul Biya. Qui menace. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous sommes déjà à l'ère de la campagne électorale, où il va falloir que le chef de l'État qui est en place doive présenter son bilan. Pour vouloir dire, je vous avais promis ceci, voilà ce que j'ai fait, ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres en face vont justement prendre le chef d'État au mot. Voici tel élément. Construction de logements sociaux, 100 par région. Dans le Grand Nord, on n'a rien vu. On n'est même pas à 50% des chantiers. 3000 forages à construire. On n'est même pas... En fait, on a construit certains, on n'a pas atteint le nombre de forages, mais on a ceux qui sont construits, l'eau ne coule pas. Donc, vous voyez un peu. Et hôpitaux de référence, on a annoncé 10 hôpitaux régionaux. C'est-à-dire qu'un hôpital régional par chaque dans chaque région. Mais il se trouve que dans le Grand Nord, on n'est même pas à 40%. Mais c'est un chantier. Non, mais c'est depuis 2016. Depuis 2016, donc, alors que c'était le chantier de 18 mois. Puisqu'on a confié le marché à une entreprise marocaine. Quand on lit l'article, on dit qu'une entreprise marocaine a gagné ce marché. Mais pourquoi cette entreprise? Donc le reporter, le journaliste s'interroge. Est-ce un problème de corruption comme on connaît bien? D'autres blocages. Pourquoi ça n'avance pas? 18 mois après, on ne voit rien. Et ce n'est pas tout. Voilà les conséquences que, toujours dans l'engagement du chef de l'État, on sait que le choléra, le Grand Nord est tout exposé au choléra. On sait qu'il y a... Alors quelqu'un d'autre vous dira que ce n'est pas lui de mener des actions sur le terrain. Il donne les directives. Il y a ceux qui sont chargés d'implémenter ça. Non, moi je ne suis pas, c'est pas encore ça le débat. Moi je parle de l'article, je dis que c'est le projet qui menace la campagne. Donc le RDPC saura se défendre. Chacun va défendre son bilan. Et les Camerounais, parce que le problème c'est que c'est ces bénéficiaires. C'est-à-dire que si ceux-là qui doivent profiter de ces forages, ceux-là qui doivent être dans ces logements sociaux avec les maisons qui coûtent cher aujourd'hui, tout ça, ceux-là qui doivent aller dans les hôpitaux de référence, ceux-là qui doivent peut-être avoir les dialyses et non pas de dialyse, c'est ceux-là qui décideront. Vous pensez que si quelqu'un a une insuffisance rénale et qu'il a un problème de dialyse et qu'il a un électeur, il va aller voter un candidat qui ne lui donne pas, qui ne lui promet pas d'avoir le traitement. C'est de ça qu'il est question. Donc si ceux-là qui souffrent de ça disent qu'ils doivent voter ce qui pousse à ce qu'ils meurent, c'est leur problème parce que c'est leur engagement. Chacun a sa responsabilité aujourd'hui. Ceux-là qui vont défendre leur bilan, ceux qui vont faire les promesses, et l'électeur a sa responsabilité personnelle. Donc, c'est le journal en le lisant, le lecteur verra exactement qu'est-ce qui menace cette campagne. Parce que ceux-là prendront ces arguments, viendront vers eux pour dire que voilà, ils ont échoué, nous on vous promet ceci. Maintenant, ceux qui sont après vont dire non, si on a échoué, c'est X, Y, Z, et l'électeur va trancher. Très bien. Alors donc, les lecteurs vont découvrir ce que le journal propose ce matin, ces projets qui menacent la campagne de Paul Biya, c'est l'œil du Sahel. Alors, mutation dans les kiosques aujourd'hui, parle donc de la crise anglophone avec le danger qui rôde à Douala. Il y a eu des rafles qui ont été organisées. On a mis la main sur une centaine de personnes soupçonnées de mettre en place ou de tout au moins d'organiser une certaine déstabilisation à travers des actions qui, comme on le sait, qui sont menées non seulement dans le sud-ouest et le nord-ouest et qui pourraient également avoir lieu dans la région du littoral. Oui, je pense qu'on on doit s'inquiéter. À l'allure où va cette crise, on doit s'inquiéter. Où va cette crise autant pour moi? À l'allure où va cette crise, on va s'inquiéter parce que la ville la plus proche, n'est-ce pas, du sud-ouest, c'est la ville de Douala, c'est la région du littoral. Ils sont limitants, il n'y a que le pont sur le Mongo qui les sépare. Vous comprenez qu'il y avait un mouvement qu'il y a eu dans la ville de Boya il y a quelques jours, 2 jours, et pas par là exactement. Il y a eu l'arrivée massive des populations de cette région-là qui fuyaient certainement les exactions. Et qui sait que dans ce nomadisme-là, il n'y a pas eu beaucoup parmi les éléments qui sont très responsables du désordre dans la partie du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont arrivés à Douala justement pour perpétrer la même chose. Donc du coup, on doit s'inquiéter et je pense qu'il revient aux forces de l'ordre de jouer ce rôle. Quand on parle de mutation, on parle de 100 personnes qui ont été raflées et qui certainement, on pense qu'ils seraient dans la lignée de ceux-là, de ceux qui sont en train de foutre des ordres dans cette partie du Cameroun. Je pense que ce serait certainement à dessein parce que après enquête, après avoir entendu et autres, ils auraient
vous savez que les éléments de force de l'ordre sont mieux placés pour savoir les exploiter, après l'exploitation, comme ils disent souvent dans leur jargon, pour savoir ce qu'ils sont venus faire à Douala. Mais sauf qu'il ne faudrait pas confondre. Parce que parmi, il peut également avoir des personnes qui se trouvent juste au mauvais endroit, au mauvais moment, comme je dis souvent. Et je compte sur leur dextérité et leur professionnalisme pour pouvoir éviter... C'est une opération, une campagne qui est menée, en fait, c'est depuis des semaines, des mois, voire même. Il y a des rafles qui sont organisées pour identifier chacun, savoir où va la personne, qu'est-ce que la personne fait, est-ce que la personne est identifiable aussi. C'est autant d'éléments qu'il faut rassembler. Oui, mais Flavien, vous savez, c'est quand même un peu délicat parce que vous-même, ici, la presse l'a relevé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'il y a beaucoup de réfugiés. Vous savez qu'il y a des gens chez qui on a brûlé les maisons, ils sont partis sans rien, peut-être même sans leurs pièces officielles. Donc, ils se retrouvent dans cette situation comme ça, sans véritable identité. C'est l'une des conséquences. Donc, est-ce que parce qu'on va trouver quelqu'un sans identité, parce qu'il est originaire du Réunion Sud-Ouest, on va le cataloguer ou bien la stigmatisation va commencer? Je m'interroge. Alors, mais ici, il faut tout simplement comprendre que c'est une conséquence fatale. Parce que nous sommes dans un environnement où une situation a pourri, et lorsque ça pourrit, il y a toujours les effets. Lorsque l'abcès se perce, ça fait très mal. Et ce sont les conséquences, comme on appelle, les dégâts collatéraux. Et ces dégâts-là peuvent justement toucher la région de l'Ouest comme celle de littoral, qui sont les régions les plus proches. Et peut-être que ça a pris du temps, mais ça va venir. C'était ça, ce pourrissement, c'est de ça qu'il est question. Donc c'est très dangereux. Moi, je dis, est-ce que ce que l'armée fait, chacun fait son job, mais est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame? Pour l'interrogation. Est-ce que cela va permettre à ce que le problème soit résolu? On constate que le problème s'aggrave plutôt. Parce que les mesures prises à ce jour ont-elles contribué à ce que la sérénité revienne? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème se pose à quel niveau? Est-ce que cette mesure, on dit que lorsque un problème n'a pas de solution, c'est que le problème c'est la solution. Ça veut dire que, oui, c'est que c'est la solution qui est prise n'est pas la bonne. Il faut trouver la meilleure solution. Et la meilleure solution serait de détruire par exemple le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est quoi? C'est dans le fief. C'est qu'on sait que ces gens ont des camps, ont des zones, oui, c'est le no man's land, personne n'arrive. Pourquoi ces zones ne sont pas attaquées? Pourquoi ces zones ne sont pas détruites? Ne sont pas détruites. Et maintenant, les gens ont eu le temps, la crise a commencé, ce n'était pas encore une situation de guerre. Ça s'est pourri et c'est devenu aujourd'hui un abcès terrible et il y a les effets qui reviennent même dans les régions et qui sont les régions voisines. Donc, nous allons subir, ce n'est que le début. C'est parce que tant que nous n'avons pas trouvé la vraie solution, la solution, et qu'on trouve des mauvaises solutions, parce que la bonne solution devait faire à ce qu'aujourd'hui on ne soit pas là, on soit à résoudre ce problème. Mais on est en des solutions sont... Il y a des blessures. En fait, c'est comme si vous avez la blessure, Flavien, et vous ne soignez pas le cœur de la plaie. Vous soignez les bords. C'est-à-dire, vous voyez comment la blessure est en train de s'étendre. C'est-à-dire, la blessure, elle est tout petite. Après, elle s'étend. Elle est en train de s'étendre. Maintenant, vous venez soigner les bords. Vous laissez là où même le cœur de la blessure. Donc, il faut soigner le cœur de la blessure pour que la cicatrisation s'efface. Mais si on soigne seulement là-bas, entre-temps, le cœur de la blessure fait que ça approfondit. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Alors, je voulais ajouter un truc. Vous vous souvenez qu'il y a, au mois de février, je ne sais pas vous trouver les dates, où la bombe avait explosé aux abords de la SCDP. Et au moment où cette crise a commencé exactement, et c'est à cet instant qu'on a commencé à s'attaquer aux forces de l'ordre dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Je pense que c'était des signes précurseurs, annonciateurs même de l'ampleur de cette crise si on ne venait pas à la résoudre. Aujourd'hui, la région du littoral ne peut pas échapper. Je ne suis pas, en train de vouloir que cela arrive, mais c'est qu'on est tellement proche de la région du sud-ouest que on ne peut pas échapper si on ne trouve pas de réelles solutions. On peut subir des dommages collatéraux et on va certainement peut-être déjà féliciter les forces de l'ordre qui font déjà suffisamment de travail. Sauf que ce n'est pas seulement eux. Le travail doit être fait à tous les niveaux et même par ceux qui nous... Les civils doivent également renseigner. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans le quartier, ainsi de suite? Exactement. Le renseignement doit être... C'est vrai que ça doit être à tous les niveaux. Et je pense que ça fait partie des missions, en fait, des missions que le gouverneur de la région littorale avait demandé à chaque habitant de la ville de Douala. Vous devez connaître vos voisins. Chaque fois qu'une nouvelle personne de savoir ce qu'il fait pour que tout le monde puisse être en sécurité, parce qu'au moment où nous sommes ici, nous sommes sur ce plateau parce que c'est encore stable ici. Mais bon, pour éviter que ça n'arrive pas, c'est déjà bien ce que les forces de l'ordre font. Sauf que, comme disait Idriss, il faut soigner le mal à la racine. Très bien. Je pense que
ce n'est pas du ressort de Flavien Ndongo et moi. Ceux qui doivent faire ce travail le savent mieux que moi. Nous devons contribuer. Chacun doit contribuer à son niveau pour éviter que ça nous arrive. Alors donc, on va dire un mot sur le messager de ce matin qui parle de l'Union africaine, le Cameroun, avec le cas Nkodo Dan qui est donc un examen au sommet. C'est la grande une du journal. Et surtout que c'est à la veille de l'arrivée du président de la commission de l'Union africaine au Cameroun. Oui, mais déjà la semaine dernière, la presse Kododan faisait la une de tous les journaux. Parce que tantôt, il était suspendu, tantôt, on a commandité un audit qui devrait, je pense qu'il court jusqu'en octobre, qui va déceler véritablement qui est fautif dans cette affaire. Bon, maintenant, je pense que... Est-ce qu'il y a eu distraction des fonds? Est-ce qu'il y a eu je pense que nous sommes déjà à l'aise véritablement de la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est peu noyer. Il y a deux choses dans la diplomatie. Si vous êtes fautif, on vous pousse en douce à démissionner. Ou bien, si vous êtes très puissant sur le plan diplomatique, vous pouvez dire non, laissons finir le mandat après, tranquillement, les choses vont se passer. Bon. Mais si vous n'êtes pas puissant diplomatiquement, on vous charcute au vu aussi de tout le monde et votre image est écornée avec tout ce que cela comporte. Je pense que ce déplacement peut peut-être être essentiellement axé dans le sens de la diplomatie aujourd'hui pour voir comment peut-être qu'il y a des faits qui peut-être vont à l'encontre de M. Konodan qui s'empresse. Parce qu'on est dans une situation de communication de crise qui s'empresse à trop parler dans la presse. Dans ce genre de situation, je pense qu'il faut s'accompagner des conseils en communication dignes de ce nom qui doivent pouvoir vous amener le concerné à savoir prendre la parole, à communiquer de manière intelligente pour que son image ne soit pas du tout écornée ou bien l'image du pays. Je pense qu'aujourd'hui, le ministère des Relations extérieures et le chef de l'État doivent, parce que ça c'est un cas très grave, sur le plan de l'image du pays, pouvoir prendre cette situation en main pour comprendre. Si cela est avéré. Si cela est avéré. Voilà, mais si ce n'est pas avéré, il y a l'image. Il faut travailler justement comment répondre à cela pour que notre image, l'image du Cameroun, parce que ce n'est pas l'image de Kododan. C'est pas que c'est un monsieur respectable, mais son image personnellement ne vaut rien par rapport. C'est l'image du triangle. Très bien. Alors, la presse s'est saisie du dossier depuis le retour, depuis l'opération, tout au moins, là où depuis que cette information a été répandue, on observe que de jour en jour, il y a quelque chose qui naît et avec l'arrivée du président de la Commission de l'Union africaine, on va davantage savoir si réellement il est fautif ou qu'est-ce qui est reproché à Nkodo Dan qui est l'un des responsables à ce niveau. Je pense que jusqu'à présent, l'audit qui a été commis pour voir si M. Kododan aurait distrait des fonds au niveau de l'Union européenne n'a pas encore livré son résultat. Et les examens se poursuivent à ce niveau-là pour apprécier sa gestion pendant son premier mandat, parce qu'il faut rappeler qu'il a été voté lors des élections organisées la dernière fois pour le second mandat, pour briguer le second mandat. Qu'il a d'ailleurs brigué. Oui, bien sûr, il a été voté à nouveau. Donc du coup, certainement qu'on va penser que ce sont ceux qui ne le voulaient pas à ce poste qui ont donné à la presse, dénoncer le scandale. Maintenant, sur le plan moral, pour dénoncer, pour voir qu'il y a dans cette histoire un audit a été commis. Et la visite du président de l'Union africaine au Cameroun, c'est justement pour voir dans quelle mesure, pour essayer de discuter avec le chef d'État, pour essayer de comprendre cela, parce qu'en fait, c'est l'image du Cameroun qui est en train d'être écornée. Et sur le plan de la diplomatie aussi, vous savez qu'on a toujours taxé le chef d'État de ne pas être trop diplomatique, parce qu'il ne rend pas souvent trop visite aux autres, il ne prend pas souvent part, il faut le dire, au du foire, réunion organisée en Afrique, quelque peu, peut-être au cours de l'année, c'est peut-être 2 ou 3 fois que cela est arrivé. C'est un peu de ça, c'est un peu ça également. Donc quand on vient rencontrer le chef d'État, c'est pour lui faire comprendre que surtout que le chef d'État n'a été informé peut-être que par voie en fait. La presse a davantage, surtout la presse au Cameroun, et le messager, je vous rappelle qu'en répondant par rapport à un article fait par le messager, qu'on a traité le messager des médias de la rue et autres, alors pourtant l'information a été relayée d'abord par RFI. Vous voyez donc certainement le messager de la rue. Alors c'est venu d'ailleurs et des médias locaux ont récupéré le sujet. Surtout qu'il s'agit d'un Camerounais et pas n'importe lequel. Il s'agit de Kododan quand même. Très bien. Alors également, peut-être pour sortir de l'émission, nous disons un mot sur la CAN 2019 avec la CAF qui arrive bientôt au Cameroun, le gouvernement qui panique, c'est l'un des titres également du quotidien Le Messager. Bon, le gouvernement panique. Devrait-il paniquer, le gouvernement? En fait, ça c'est une appréciation du Messager qu'on respecte. Vous savez, je n'ai pas lu, mais en lisant, peut-être on comprendra pourquoi
ils utilisent le verbe paniquer. Mais je pense que depuis un certain temps, depuis qu'il y a eu la polémique autour de la non-organisation, le chef du gouvernement a pris les choses en main. J'ai l'impression qu'à la veille de chaque visite, il fait le tour des chantiers pour voir. Déjà avant qu'il ne passe, ce sont d'abord les gouverneurs de ces régions qui font le tour pour faire le point. Et les mémos sont envoyés sur Yaoundé. À Yaoundé, après le gouverneur, le Premier ministre lui-même aussi fait le tour pour pouvoir avoir les éléments en tant que responsable du comité d'organisation à présenter à la commission de la CAF et avoir les justificatifs là où il y a peut-être des retards pour donner ces éléments et peut-être des promesses jusqu'au délai. Vous savez que nous avons jusqu'à décembre quand même pour pouvoir 6 mois avant livrer les chantiers. Pour le moment, paniquer, peut-être que c'est un peu trop dit, mais il faut lire l'article pour comprendre. Je pense que le gouvernement dans la posture depuis la crise qu'on a eu avec la CAF est dans sa posture choisie pour pouvoir faire le suivi et monitorer les différents chantiers. Maintenant, les journalistes vont bien nous dire si les chantiers avancent normalement. Parce que normalement, à ce mois de juin, on serait déjà peut-être à 80% ou 90% de livraison. Est-ce le cas ou pas? On verra avec les articles qui vont suivre dans les... Merci à vous, chers messieurs. Je ne vous donne pas la parole sur le sujet parce que vous avez parlé de ce sujet hier dans la presse toujours. Allez, demain nous serons encore là. Il sera 9h15 pour la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Bonne journée à tous.